Alors, mais merci Charlotte pour la présentation. Tel que tu as mentionné, mon nom c'est Martine Ruel, je suis directrice intendance et partenariat chez Corridor Appalachiens. C'est un plaisir pour moi puis pour notre organisation aussi de vous voir présent à cette rencontre, à cette conférence en grand nombre. Vous savoir présent à cette conférence. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui connaissaient bien notre organisation, Corridor Appalachiens. Pour ceux qui le connaîtraient un petit peu moins, Corridor Appalachiens, on est un organisme de conservation qui est basé à Eastman. Dans le fond, on travaille à l'échelle régionale des montagnes vertes du Nord, donc majoritairement dans la région des Cantons de l'Est. Et puis, on œuvre depuis maintenant 20 ans avec 17 membres affiliés, qui sont des organismes locaux de conservation, et aussi avec Conservation de la nature du Canada, là, qui est notre partenaire national. Alors, ces organisations-là, on travaille pour protéger les milieux naturels qui sont présents sur notre territoire d'action. Puis, tous ensemble, depuis 2002, depuis la mise en place de Corridor Appalachiens, eh bien, c'est 15 000 hectares, plus de 15 000 hectares d'aires protégées privées perpétuelles qui se sont concrétisés. Donc, je fais avancer la présentation. Donc, en cette journée de la Terre, en fait, c'est demain, la journée de la Terre, on va dire c'est la semaine de la journée de la Terre. C'est urgent pour nous de nous mobiliser davantage face à la crise climatique. C'est important qu'on se serre les coudes. Puis je pense que la présentation d'aujourd'hui est vraiment à propos. Parce que l'objectif principal de la conférence ou de notre présentation, c'est d'inspirer l'action, c'est d'accélérer le travail collaboratif dans les actions de conservation. Parce qu'on sait tous que la faune et la flore, ils connaissent pas de frontières, qu'il y a des enjeux spécifiques qui touchent les montagnes vertes. L'union fait la force. Hein? Ensemble, on va plus vite, on va plus loin. Puis dans le cadre de ce projet-ci, ce qu'on va vous présenter aussi tantôt, on a favorisé le travail collaboratif en travaillant par taxon, par espèce, pour maximiser les gains. Donc, on va vous présenter le fruit de cette collaboration-là exemplaire qui a été mis en place. Donc, Corridor Appalachiens est dans le fond l'organisme qui soutient, là, qui est allé chercher le financement. C'est ça, dans le cadre de l'opportunité de financement qui s'était présentée en mars 2019. Donc, cette opportunité de financement-là vient du gouvernement fédéral. Ça provient du Fonds pour la nature du Canada. Donc, plus précisément, là, c'est un nouveau programme à l'époque qui s'appelle Lieux prioritaires désignés par les collectivités pour les espèces en péril, donc plus communément entre nous, qu'on appelle LPDC. Donc, le programme Lieux prioritaires souhaitait recevoir des propositions, des propositions communes. Donc, il y a un chef de projet et plusieurs autres partenaires qui s'y greffent dans différents buts. Dans le fond, c'était de cibler les lieux prioritaires où il existe des possibilités de protéger et de rétablir les multiples espèces terrestres qui sont inscrites en vertu de la loi sur les espèces en péril et aussi leur habitat. Et aussi mettre en œuvre des mesures de conservation coordonnées qui font intervenir de multiples partenaires dans les lieux prioritaires. Les projets devaient se traduire par un retour important sur l'investissement et donc aussi beaucoup de bénéfices pour les espèces en péril. Donc, pour résumer, les projets retenus devaient démontrer un ancrage fort dans le territoire. Ça, c'est vraiment important dans le cadre du projet. Un maillage entre des partenaires, une volonté d'agir de façon concertée versus seulement créer des hectares protégés avec des indicateurs de résultats précis. Puis on pourrait même dire jusqu'à la 2e décimale, certains d'entre vous pourront bien comprendre cette allusion là, de tous les programmes qu'on doit suivre, des hectares, des livrables, des objectifs SMART, tout doit être calculé. Mais ici, on se trouve plus dans une dynamique de concertation, dans une dynamique de maillage. Donc, quand il y a eu l'annonce du programme, chez Corridor Appalachiens, on a vu tout de suite une opportunité parce que on travaille déjà en mode collaboratif, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tantôt, on travaille en étroite collaboration avec nos membres affiliés, aussi avec Conservation de la nature du Canada. Puis on s'est dit, ça fonctionne, c'est notre ADN, donc on pourrait probablement en faire encore plus à travers ce projet-là.
Donc, on pourrait agir plus largement sur les enjeux qui touchent spécialement les montagnes vertes, les espèces en péril. Et donc, ce qu'on s'est dit, ben, on va aller à la pêche rapidement parce qu'il n'y avait pas grand temps pour déposer la demande. On va aller à la pêche. On a validé l'intérêt de différents partenaires supplémentaires qu'on connaissait déjà, avec lesquels on avait déjà des liens de collaboration, mais on entrevoyait la possibilité d'en faire davantage à travers ce programme-là. Donc, le projet a été monté dans l'optique de poursuivre et de renforcer le partenariat avec nos 17 membres affiliés, de développer ou de confirmer des nouveaux partenariats avec 7 autres organisations et qui sont présentes sur notre territoire, qui agissent à différents égards, qui peuvent être des organismes qui œuvrent plus grands que notre territoire, mais là, on se concentre vraiment sur le territoire du lieu prioritaire, qui est vraiment le territoire de Corridor-Appalaches. Et puis, tel que le titre en fait mention, ben, un des objectifs aussi, c'est de développer des services, du soutien, de l'accompagnement aussi pour le milieu municipal, qui lui aussi peut jouer un rôle super important, un rôle prédominant quant à la protection des milieux naturels, aussi à la protection des habitats des espèces fortes, des espèces sensibles, et aussi au maintien et à la restauration de la connectivité écologique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû rédiger en début de processus une lettre d'intention. Et puis, je me permettrai de vous résumer rapidement là, le projet à travers notre libellé de lettre d'intention. Donc, l'aire naturelle des montagnes vertes du Nord constitue un lien écologique critique au sein de la vaste écorégion des Appalaches nordiques et de l'Acadie qui s'étend sur 2 pays, Canada et États-Unis. Ce territoire est le prolongement des montagnes vertes du Vermont, qui est considéré comme une des dernières régions du Québec méridional où subsistent encore de grandes étendues sauvages relativement intactes. Le territoire compte une multitude de milieux humides et aquatiques et abrite près de 90 espèces en situation précaire, dont 20 sont des espèces en péril désignées par le statut fédéral. Et donc, tout ceci dans une trame forestière essentiellement en tenure privée, qui habite une richesse naturelle et une biodiversité exceptionnelle, mais qui subit des grandes pressions et qui accélère ainsi la fragmentation, la destruction des habitats issus des activités humaines et menant à une conversion des usages, que ce soit l'agriculture, le développement urbain ou la villégiature. Donc, à la suite du dépôt de cette lettre d'intention-là, ben, bonne nouvelle, notre projet se qualifiait. Et après ça, on a remis fort. On a déposé notre projet, je ne me rappelle pas la date, là, mais à la fin mars 2019. Et puis, notre projet a été retenu. Donc, je vous affiche là les partenaires du projet qui sont donc les 2 OBV, donc l'OBV de la rivière Yamaska, et le COGESAF, qui est le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François. Ensuite, il y a le zoo de Granby. OK, je vais dire, les 2 OBV, eux, œuvrent davantage sur les taxons tortues. Il y a Québec Oiseau, qui est responsable du taxon, donc oiseau, qui va vous être présenté tout à l'heure. Il y a le zoo de Granby, qui agit aussi sur le taxon chauve-souris principalement. Il y a Conservation de la nature du Canada, qui est responsable du taxon salamandre. Puis aujourd'hui, par manque de temps, on va traiter un peu moins ce taxon-là, mais évidemment, on va y revenir dans les prochaines présentations, là, parce qu'il reste encore 1 an au projet. Je vais vous expliquer ça tantôt. Comme partenaire, il y a aussi la Fondation CETI, la Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska. Et il y a le RMN qui est partenaire aujourd'hui aussi. Et ces 2 organisations-là œuvrent davantage sur le volet sensibilisation et éducation. Donc, et puis Corridor Appalaches, on travaille pas mal sur toutes les espèces, que ce soit en termes d'acquisition de connaissances, mais aussi à leur protection, en scellant des projets de conservation à perpétuité. On travaille aussi sur le volet accompagnement des instances municipales, notamment à travers le grand projet de connectivité qu'il y a de part et d'autre de l'autoroute 10. On travaille sur le volet partenariat, mentorat, sensibilisation. Donc, je vous le rappelle, notre but ultime dans ce projet-là est créer du maillage entre les organisations, du partage de connaissances, du partage de données, des astuces, des façons de faire qui vont se traduire aussi par un ancrage dans le territoire, par le développement d'un sentiment d'appartenance, d'une fierté régionale,
Donc, le maillage et l'ancrage dans le territoire là, sont vraiment des retombées prioritaires, si on veut, du projet lieu prioritaire. Donc, annuellement, ce qu'on peut qualifier de vaste projet, LPDC soutient ou a soutenu depuis le début en 2020 entre 50 et 75 activités qui sont menées par les partenaires que vous voyez à l'écran. Donc, il reste une année au projet. On a déjà 3 ans de fait. Fait que là, c'est pour ça qu'on a le goût de vous partager ce qu'on a fait dans les 3 premières années. Puis, il nous reste 1 an aussi, puis on va travailler fort pour que ce projet puisse continuer de durer dans le temps. On espère que le programme va pouvoir être conduit. Puis aussi, on vise à ajouter peut-être des nouveaux partenaires, puis on veut garder, comme on dit, l'air d'aller, la synergie là, qui s'est mise en place. Donc, on serait rendu à vous parler tout de suite de l'organisation du travail par taxon pour maximiser les gains. Donc, le premier intervenant que je vais inviter à prendre la parole, c'est Michel Landry, qui est gestionnaire de projet à l'OBV Yamaska, qui va nous parler du premier groupe de travail, le taxon tortue. Alors, Michel, est-ce que tu peux prendre la parole à ce moment-ci? Certainement. Merci beaucoup, Martine. Bonjour tout le monde. Je suis gestionnaire de projet à l'OBV Yamaska. J'ai été désigné pour vous parler du taxon tortue, donc pour lancer le bal sur cette belle présentation des activités du projet LPDC. Donc, projet tortue, le taxon tortue rassemblait la plupart des intervenants. Là, on parle de la Fondation Sétier, Corridor Appalachien, l'OBV Yamaska, le COGESAF, MFFP, Estrie et Montérégie, le Zoo de Grimby et Conservation de la Nature Canada. Bien que le taxon touchait toutes les espèces de tortues, la plupart des activités sont bonnes pour toutes les espèces. On a surtout traité de la tortue des bois. Vous allez le voir dans les actions qui vont suivre. OK. Là, oui. C'est mon cue pour changer. Exact. Parfait. L'autre côté, Martine. Parfait. Super. Donc, ce qui a lancé l'intérêt pour la tortue ou le taxon tortue, c'est en fait que la tortue des bois est une espèce vulnérable au Québec et menacée au Canada, donc des statuts qui amènent à un sentiment d'urgence pour agir. On est également à la limite nord de son aire de répartition. Oh, OK. Pardon. C'est correct, je l'ai ici. Excusez-moi. Je cherche l'écran pour revoir les présentateurs et c'est pour ça que ça a bougé. Désolée. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est des populations qui sont à peu près toutes en déclin. Donc, on a besoin d'agir rapidement et efficacement sur le territoire. Mais la tortue des bois, c'est aussi un excellent indicateur pour les deux habitats, les deux écosystèmes aquatiques et terrestres, puisque se déplacent dans les deux contextes. Donc, ça nous a amené là, à choisir cet élément-là pour continuer nos actions. C'est également une espèce emblématique. Donc, la plupart des gens qui voient la tortue des bois l'aiment, l'apprécient, elle est belle, elle est flamboyante. On veut l'aider, on veut travailler avec elle. Donc, ça facilite les interventions qui sont souvent complexes puisqu'on touche des écosystèmes là, très, très sensibles, disons, là, au niveau de l'aménagement du territoire. Finalement, là, on a des menaces principales sur le territoire qui sont la mortalité routière, la machinerie agricole, la dégradation de son habitat et la prédation excessive. Donc, des actions des éléments qui ont amené à nos actions spécifiques. Parfait, c'est bon, je change. J'espère changer du bon côté. Dans le fond, ce qui a amené à les opportunités qui étaient présentes sur le territoire pour commencer ou continuer nos actions, c'était on voulait préciser l'état des populations existantes. On avait plusieurs partenaires, on travaillait déjà tous sur le territoire, mais on voulait avoir plus de connaissances pour vraiment agir précisément sur les besoins. On voulait consolider ces gains-là, puisque les projets n'ont pas toujours la même portée dans le temps, les mêmes portées sur le territoire. On voulait assurer la survie des différentes populations qui, malgré plusieurs projets dans les dernières années, là, étaient en déclin. On voulait surtout mettre en commun les connaissances, les outils, les pratiques de tous les intervenants, puisqu'on a tous la connaissance, l'expertise, mais pas nécessairement toujours au même niveau, au même degré. Donc, mettre ça en commun permettait d'optimiser l'ensemble des approches qu'on faisait, surtout pour éviter le dédoublement sur les approches de propriétaires ou des intervenants municipaux, par exemple. Je change pour la prochaine. Puis maintenant, on va parler plus concrètement des actions qui ont eu lieu. Donc, tu peux envoyer la première élément. Excellent. Donc, on a eu un premier bloc d'actions qui touchait la documentation et le suivi de l'espèce.
essentiellement des activités au niveau de la télémétrie, du suivi télémétrique par Corridor Appalachien et le MFFP qui nous ont permis de suivre des populations sur la rivière Sutton principalement. On a eu une belle histoire d'amour entre les tortues Roméo et Juliette au courant de la saison. Toujours intéressant de voir que les espèces vont bien. Plusieurs utilisations de pièges photo, donc de caméras par le Zoo de Granby notamment et le COGESAF, qui ont été très intéressantes. On a pu avoir plus de 70 000 photos prises au courant des années de projet, qui nous ont permis de suivre le cycle de vie des tortues, nous en apprendre plus, notamment sur les périodes d'éclosion. On avait une connaissance qui s'est avérée incomplète sur le sujet, qui s'est améliorée. Apprentissage surtout au niveau de l'utilisation de différents matériels, puis on a pu confirmer l'utilisation de différentes autres pratiques et méthodes avec ces caméras-là. Ensuite, les caractérisations d'habitat par l'OBV-AMASCA, le COGESAF et les ministères et les différentes directions du MFFP nous ont permis de caractériser jusqu'à 6 habitats. Donc, d'en apprendre plus sur ces habitats-là et de conscientiser les propriétaires et les intervenants municipaux sur les territoires concernés, notamment des réseaux Alder, Williams et Tomiphobia. Passer à au prochain bloc, qui est le bloc de protection. Donc, on a eu des applications de mesures de protection concrètes. Pardonnez-moi. Donc, on a eu des utilisations de barrières et de grilles de protection pour les sites de ponte principalement. Donc, les grilles de protection on en a utilisé plus d'une dizaine. C'était la première fois qu'on utilisait ces méthodes-là plus concrètement. On a amélioré des grilles existantes qui ont amené un bon succès de protection. On a eu, en fait, heureusement et malheureusement, une confirmation avec des sites témoins qui n'étaient pas protégés, donc de l'efficacité de la mesure par le Zoo de Granby notamment et le COGESAF. Puis ensuite, on a eu différents aménagements concrets sur le terrain, donc souvent la création de nouveaux sites de ponte, notamment au niveau de la rivière Tomiphobia, de la rivière Lorraine, par les 2 OBV. Dans le cas du travail du COGESAF, on a créé des barrières qui menaient à la protection, la séparation entre l'habitat et le sablière, qui créait des enjeux de conflit d'usage entre l'espèce et le propriétaire. Encore une fois, un bon succès par ces mesures-là au courant de la saison qui a été confirmé par les caméras. Puis finalement, on a un dernier bloc au niveau de la conservation volontaire et légale. Tu peux envoyer l'exemple, merci. C'est la dernière section qui se découle dans les cahiers propriétaires, essentiellement par le Zoo de Granby, la Fondation SETI et Conservation de la nature. Donc, on a eu plus d'une quarantaine de cahiers de propriétaires qui ont été remis par les différents intervenants à différents égards, qui venaient généralement à des engagements de conservation. On a eu des projets d'acquisition de terrain, en fait, sur différents territoires qui étaient super intéressants par Conservation de la nature et Corridor Appalachien. On peut nommer principalement le terrain Dwyer en zone inondable en bordure de la rivière Brochet à Fredericksburg, puis différentes acquisitions d'intendance et d'acquisition qui sont en cours de réalisation sur les rivières Sutton, Missisquoi-Nord, Missisquoi et Tomiphobia, notamment par ACA. Donc, différentes actions qui vont continuer à se dérouler dans les prochaines années. Et finalement, la réalisation de plusieurs outils, notamment de diffusion de l'information, d'acquisition de connaissances et de partage de cette connaissance-là aux différents intervenants d'aménagement du territoire. On peut souligner des fiches techniques précisément pour les aménagements forestiers, les plans d'aménagement forestier, pour mieux prendre en compte l'habitat de la tortue dans les plans existants, dans les outils d'aménagement du territoire déjà existants. Puis, dans le fond, en conclusion de cette diapositive-là, je dirais, là, je vous ai présenté qui a travaillé sur quoi dans les faits saillants, mais l'ensemble des intervenants ont travaillé sur la plupart des activités à différents degrés. Donc, c'est vraiment un beau maillage de collaboration dans ce projet-ci. Et en conclusion, il y a beaucoup de mots sur la diapositive, mais je dirais en résumé, là, ce qui résume bien l'élément d'action tortue, ça a été certainement des acquisitions de connaissances au niveau de l'espèce. On a pu peaufiner notre connaissance pour la tortue des bois ou les tortues en général. Mais on a appris plein de choses intéressantes au niveau de leur cycle de vie, mais je dirais les gains principaux ont vraiment été au niveau du maillage, du réseautage qu'on a fait entre les experts et les partenaires de projet. On a eu des éléments très intéressants au niveau du partage des expertises, du partage des contacts sur le territoire, partage du matériel. On a pu multiplier l'efficacité en partageant aux bonnes personnes les bonnes ressources. Puis bien sûr, ça nous a amené une bonne dose de motivation là, dans l'ensemble des experts. On travaille tous, bien sûr, souvent en collaboration, mais c'était la première fois qu'on avait une belle collaboration sur un très large territoire, puis on avait des moments précis et concrets pour partager notre expertise, notre expérience. C'est assurément ce qu'on veut maintenir là, pour la suite du projet ou la suite des prochaines années. On espère, bien sûr, une poursuite du financement du projet lieu prioritaire.
Idéalement, on pourrait souhaiter dans un élargissement du territoire d'action. On a différents partenaires qui souhaitaient travailler en périphérie des montagnes vertes en collaboration avec le projet et un souhait d'engagement des acteurs municipaux un peu plus fort pour consolider les mesures qui sont mises de l'avant dans le contexte de ces projets-là sur le long terme. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le taxon de Tortue des Bois. Merci beaucoup, Michel. Donc, le prochain intervenant serait M. Louis Lazure, qui est coordonnateur de la recherche aux eaux de Granby et puis membre de l'équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec. Puis donc, il va nous présenter le taxon chauve-souris, le deuxième groupe de travail. Et bonjour, merci au RMN et à Corridor Appalachien de m'offrir l'opportunité de partager les fruits de notre travail. Le groupe de travail sur les chauves-souris implique des membres de 4 des organisations dans le programme plus général, soit moi aux Hautes-Granby, Victor à Corridor Appalachien, Cynthia à Conservation de la Nature Canada, puis Joaquin à la Fondation City. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à choisir les chauves-souris comme un des taxons prioritaires dans le programme des lieux prioritaires? Eh bien, il y a 8 espèces de chauves-souris au Québec, dont 7 qui ont un statut protégé à un niveau ou à un autre. Au Québec, on a attribué le statut de susceptible d'être désigné à certaines chauves-souris, mais il y a même 3 espèces de chauves-souris qui sont en voie de disparition selon les critères fédéraux et qui se retrouvent, c'est prouvé, dans la région des montagnes vertes. Donc, il y a vraiment une importance de ces espèces-là à tenter de les protéger. Et une autre raison de travailler sur les chauves-souris dans les montagnes vertes, c'est que c'est un territoire exceptionnel dont plusieurs caractéristiques nous laissent croire que c'est un territoire très important pour les chauves-souris à l'échelle provinciale, à tout le moins. Quelles sont les menaces qui affectent les chauves-souris? La principale menace qui a donné un coup extrêmement dur aux populations de certaines espèces de chauves-souris au Québec, mais non seulement au Québec, mais en Amérique du Nord, c'est le syndrome du museau blanc, comme vous pouvez voir sur la première photo à gauche. C'est un champignon qui pousse sur les chauves-souris lorsqu'elles hibernent, et ça a amené l'effondrement de certaines populations à des taux de 95 à 99 % de réduction du nombre d'individus dans certaines colonies. Il n'y a pas de remède contre cette maladie-là, donc il faut, si on veut protéger les chauves-souris, s'attaquer à d'autres menaces, dont la perte d'habitat, la pollution et, je ne l'ai pas marqué, mais la persécution ou la mauvaise estime que les gens ont des chauves-souris. Ce qui est malheureux parce que les chauves-souris, comme on peut voir sur la photo du centre, ce sont des insectivores au Québec, consomment énormément d'insectes, souvent des pestes agricoles et forestières. Donc, en plus d'avoir une valeur en elles-mêmes, les chauves-souris, elles ont une valeur très utile pour les humains sur notre territoire. Donc, raison de plus pour les protéger. Je vais vous présenter 3 points précis sur lesquels on a travaillé. Je peux changer, j'imagine. Oui. Donc, on a travaillé justement sur la réputation des chauves-souris. Donc, on veut amener les gens à changer leur état d'esprit par rapport aux chauves-souris, démontrer que ce ne sont pas des bêtes effrayantes, mais qu'elles ont une utilité et qu'elles sont tout simplement magnifiques quand on apprend à les connaître. Donc, certaines de nos actions, on a fait la Nuit internationale des chauves-souris l'été dernier, qu'on a beaucoup affiché sur les réseaux sociaux. Et en plus, on a fait des activités en personne avec des participants, des visites guidées gratuites, une qui a été faite à Granby et l'autre à Magog, un total de 17 participants. En soi, ce n'est pas un très grand nombre de personnes, mais je peux vous dire que les gens qui ont participé ont eu une très belle expérience et sont devenus eux-mêmes des ambassadeurs pour la cause des chauves-souris. Donc, pour cette activité-là, Corridor Appalachien, le Zoo et Fondation City ont participé. Ensuite, Conservation de la Nature Canada, comme vous pouvez voir avec l'image de la page web, avait une énorme offensive médiatique à l'Halloween dernier qui impliquait des communiqués de presse, 3 vidéos très complets et une page web remplie d'informations. Donc ça l'a atteint beaucoup de gens, non seulement sur le territoire des Montagnes Vertes, mais à l'échelle du Québec et même du Canada. Et d'une façon plus pratique, on a fait un atelier
pour les exterminateurs, les experts en gestion parasitaire, dans la ville de Knowlton, dans le coin du lac Brown, dont 6 participants représentant 5 compagnies de gestion parasitaire sont venus pour apprendre les bonnes pratiques afin de gérer des cas de chauve-souris chez les gens et ainsi éviter des exterminations sauvages de chauve-souris. On peut passer à la prochaine. Une autre initiative, c'est le refuge hivernal d'Uzo de Granby. Donc, les gens qui trouvent des chauves-souris chez eux en hiver, au lieu de les remettre dehors à une mort certaine à moins 20 degrés, elles peuvent les amener chez nous. On va en prendre soin, on les met sous hibernation artificielle et ensuite, on les relâche au printemps, simplement. On en reçoit entre 40 et 90 par année, dont plusieurs de l'Estrie, région de Sherbrooke et les environs. Et non seulement on reçoit des chauves-souris, mais on répond à des appels plus généraux de gens qui voient des chauves-souris ou qui ont des questionnements. Donc, on répond à ces appels-là aux zoos et chez Corridor Appalachien. En même temps, ça donne une opportunité de faire de la sensibilisation, parler des aspects de santé et de sécurité également, parce qu'il y a toujours un petit risque de rage chez les animaux sauvages, dont les chauves-souris. Et avec nos partenaires, ça peut souvent aider à faire du transport plus efficace de chez les gens vers le refuge aux eaux de Granby. Le dernier point, c'est vraiment un projet d'acquisition de connaissances mené par Corridor Appalachien. Les chauves-souris, il y en a 4 espèces au Québec qui hibernent, donc qui passent l'hiver ici, mais on connaît très peu le genre de lieux où elles vont passer l'hiver au Québec. On n'a pas d'énormes cavernes comme ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Et probablement que les chauves-souris utilisent beaucoup des crevasses, des toutes petites grottes, ce qu'il y a en quantité très importante sur le territoire des Montagnes Vertes. Donc, l'année dernière, il y a eu un suivi de 4 sites potentiels. Il y a eu du prêt de matériel entre les participants. Il a été déterminé qu'il y avait beaucoup d'activités de chauves-souris au printemps et à l'automne. On a besoin d'investiguer davantage pour savoir si ces cavernes-là, ces grottes-là sont réellement utilisées comme hibernacle, mais ça a amené des résultats très positifs et ce qui va amener concrètement à des mesures de protection de ces lieux-là. Si elles sont déjà sur un territoire protégé, il va peut-être avoir l'ajout, je sais qu'il y a déjà l'ajout de signes éducatifs pour protéger les lieux. Et si le lieu n'est pas encore protégé adéquatement, eh bien, il va y avoir des mesures supplémentaires mises en place. On va terminer avec la dernière diapositive. Donc, ce qu'on a appris sur le projet, comme je disais par rapport au dernier point, ça a permis de situer des priorités de conservation. Également, avec le refuge, on apprend où les gens retrouvent des chauves-souris. Est-ce que c'est plus en ville, en campagne? Quel type de bâtiment? Est-ce que c'est seulement des vieux buildings ou n'importe quel genre d'habitation peut accueillir des chauves-souris? Également, on a solidifié les liens entre les organisations. Il y a un partage évident d'expertise entre chacun de nous. Et pour la suite des choses, au niveau du suivi des hibernacles, il va y avoir davantage d'hibernacles ajoutés au suivi. On va continuer à faire des inventaires sur le territoire pour avoir une image plus précise des chauves-souris qui s'y trouvent. On développe notre expertise, on continue le refuge, on continue la sensibilisation. Et en lien avec le fait que les montagnes vertes sont une voie migratoire très importante, on va peut-être ajouter éventuellement un aspect sur les espèces de chauves-souris qui migrent du Canada aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis, pour cette présentation. On va être rendu déjà rapidement au taxon oiseau. Alors, je vous présente Linda Pérez, qui est biologiste et chargée de projet chez Québec Oiseaux, pour nous parler du 3e groupe de travail. Linda va se joindre seulement en audio, si je ne me trompe pas. Alors, merci. Oui, la parole. Bonjour à tous. Désolée, j'ai des problèmes techniques, donc ma caméra ne fonctionne pas. Donc, je vais vous parler du comité oiseau. Ce comité a été formé par différents organismes, donc Corridor Appalachien, Sud de Granby, la Fondation SETI, ainsi que 3 clubs ornithologiques, donc le club d'observateurs d'oiseaux de l'Yamaska, la Société des loisirs ornithologiques de l'Estrie, ainsi que le club d'ornithologues de Bromissisquoi. Donc, prochain cycle. Donc, pourquoi travailler avec les oiseaux?
Mais mis à part le fait qu'ils soient des espèces intéressantes à observer et qui peuvent nous captiver avec notre attention par leur couleur et leur chant, ils apportent aussi de nombreux bienfaits à l'environnement, notamment la pollinisation, le contrôle d'insectes et des rongeurs, ainsi que la dispersion des semences. Les oiseaux sont également de bons indicateurs pour la santé environnementale. Cependant, comme on peut le voir aussi dans les graphiques, certains groupes d'oiseaux ont vu leur population diminuer dans les dernières années, dû à certaines menaces importantes comme la perte et la modification de l'habitat, l'usage des pesticides, la diminution de la population d'insectes, etc. Donc, comme on peut voir dans ces graphiques, dans la partie en bas, c'est le cas particulièrement des oiseaux des prairies et des insectivores aériens où on peut observer plus une diminution de leur population. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ces projets, nous avons décidé de travailler avec ces deux groupes. Prochaine. Merci. Donc, pourquoi dans ces démarches, un de nos principaux objectifs, c'est de réduire les menaces qui pèsent sur certaines espèces en péril. Et comment nous allons y arriver? Mais c'est via la sensibilisation des personnes qui ont un impact direct à la protection de ces espèces. En effet, ces démarches de sensibilisation et d'intendance nous permettent de protéger et d'aménager des habitats propices pour les espèces visées. En plus, ces démarches nous aident à contribuer au suivi des populations des espèces en péril. Parfait. Prochaine. Merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler seulement des 3 projets qui ont été développés dans le cadre de ces programmes. C'est sûr que dans le groupe d'action, nous avons plusieurs qui étaient vraiment intéressants, mais aujourd'hui, je vais seulement vous présenter ces 3 ici. Donc, le premier a été développé par les Sud de Granby, le club d'observateurs d'oiseaux de l'Orge Yamaska et la ville de Granby. Puis, ce premier projet vise les martinets ramoneurs, qui c'est une espèce de cygne menacée et qui utilise les cheminées comme site de nidification et de dortoir. Donc, en 2020, ils ont installé une nouvelle cheminée artificielle en maçonnerie au parc de la tannerie à Granby. Puis, cette tour se distingue d'autres structures artificielles construites au Québec par une combinaison de facteurs différents. Donc, entre autres, ces structures ont été installées près du dortoir principal au centre-ville et près d'un plan d'eau. Et il y a été, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu différentes caméras et enregistreurs de température qui ont été ajoutés pour faciliter le suivi. Cette cheminée a été utilisée par l'espèce depuis la première année de son utilisation et elle a été également occupée en 2021. D'ailleurs, c'est en 2021 qu'il y a eu 4 oisillons qui se sont envolés à la fin de la période de reproduction. Le deuxième projet que je vous présente aujourd'hui vise la Parolina eldorée, qui est une espèce de cygne menacée au Canada. Puis ce projet a été développé par Corridor Appalachien dans l'un des secteurs plus importants du sud-est de la Montérégie en termes de qualité d'habitat et de fréquence de nidification de l'espèce. Puis, la problématique dans ce territoire, c'était qu'en 2013, ils ont détecté la présence d'un éperon cathartique, c'est une espèce exotique envahissante. Donc, cette espèce, le népron, nuit à la paroline car sa densité est beaucoup trop grande et elle ferme rapidement les friches utilisées par l'espèce. L'objectif de ce projet a été donc de contrôler les néprons pour favoriser un habitat idéal pour l'alimentation et la reproduction de la paroline. Puis c'est par différentes techniques d'aménagement et après plusieurs années de travail que l'équipe de Corridor Appalachien a contribué au contrôle du népron cathartique au profit des Parolina eldorée, qui ont été d'ailleurs entendus dans des parcelles environnantes et qui pourraient maintenant occuper l'habitat restauré. Puis finalement, le troisième projet vise l'estournelle des prés, une espèce de cygne menacée au Canada, puis d'autres oiseaux champêtres. L'objectif, puis ce projet a été développé par Québécois. Donc, l'objectif principal de ce projet était de mettre en œuvre une démarche de conservation volontaire auprès des agriculteurs et des propriétaires des champs de foin
et des pâturages, donc des habitats propices pour ces espèces. Puis, atténuer l'incidence des pratiques agricoles sur les tournées des prés et d'autres espèces champêtres. Puis, c'est en effet en collaboration avec les 3 clubs ornithologiques qu'on a réussi à avoir ces projets. Donc, on a réussi à inventorier 403 stations d'écoute dans lesquelles on a détecté les tournées des prés dans 71 stations. Puis, au total, on a pu rejoindre puis sensibiliser 26 propriétaires, puis protéger 134 hectares. Suivant. Donc, la participation et la collaboration avec ces organismes nous a permis, bien sûr, de sensibiliser nos intervenants clés, d'obtenir les ententes de protection ainsi que de protéger différents habitats pour les espèces menacées. Mais c'est surtout cette collaboration avec ces organismes qui ça nous a permis de réaliser d'ailleurs l'importance de collaborer et d'établir différents partenariats avec ces organismes. En fait, lorsqu'on travaille dans ce même secteur, on peut vraiment faire un partage d'expertise et pouvoir travailler conjointement envers la protection de ces espèces. Par la suite, nous aimerons bien sûr poursuivre ces initiatives pour les espèces en péril, de continuer nos démarches de sensibilisation et d'intendance et bien sûr de maintenir une collaboration avec les partenariats parce que nous croyons que la participation puis la collaboration avec ces organismes est essentielle dans les programmes de conservation des oiseaux et dans l'amélioration des démarches de protection des espèces en péril. Merci beaucoup, Linda, pour cette présentation. Merci aux 3 présentateurs. À date, là, on vous a bien encadré. Hein? Vous avez été synthèse. Bravo, je vous remercie beaucoup. Donc, prochaine présentation. Je voudrais dire un grand merci à Mathieu Tossolini qui a travaillé au développement récent d'une carte récit ORMN. Alors, ça va être notre partenaire Charlotte qui va nous présenter, grosso modo, là, les grandes lignes de cette carte récit que vous pourrez aller voir directement sur le répertoire qui est sur le site du Réseau des milieux naturels protégés. Alors, Charlotte, agente de liaison, à toi la parole. Merci, Martine. Oui, moi aussi, je tenais à remercier Mathieu. Il est chargé de projet en conservation ici au RMN, là, puis il a travaillé très fort ces derniers temps pour le livrable de cette carte récit. Donc, comme Martine a dit, c'est disponible via notre site Internet ou directement via le répertoire.org. Donc, simplement à le taper dans la barre de recherche, puis ça va nous mener au site. Je ne sais pas, Martine, si tu peux aller sur... Directement sur le site ou tu voulais qu'on... OK. Je vais faire le test. Donc, je l'avais gardé ouvert. Ici. Ouais. Donc, on arrive là-dessus, puis on voit qu'il y a un onglet justement qui s'appelle « Les montagnes vertes du Nord ». C'est sur ça que vous devez cliquer si vous voulez ouvrir la carte récit. Pour améliorer l'expérience de lecture aussi, on vous recommande de cliquer sur le « Agrandir » qui se trouve dans le coin gauche de votre écran. Ça va ouvrir l'onglet « Agrandir », Martine, à gauche en haut, en dessous de « Carte interactive ». Carte interactive. Agrandir. Non, agrandir. Ici. Oui, exactement. Ça va ouvrir un autre onglet, puis là, ça va vraiment être la carte récit seulement qu'on va voir dans un nouvel onglet, justement. Donc, ça va être plus facile de naviguer comme ça. Courte présentation, là, simplement pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire avec la carte récit. Lorsqu'on défile vers le bas, on voit des cartes, on voit... là, ça va charger éventuellement. C'est quand même assez volumineux. Donc, on voit les cartes. On peut continuer de glisser vers le bas. Sur certaines cartes, quand vous allez voir apparaître une petite maison et des petites flèches, ça va être possible de, par exemple, sur celle-là ici, dans le bas à droite de la carte, il y a comme une petite maison avec un plus et un moins. Donc, ça, c'est possible de naviguer sur la carte, justement. Vous pouvez vous déplacer, zoomer, dézoomer. Aller voir un petit peu partout sur la carte. Puis, si vous voulez revenir à l'écran d'accueil, ça va être la petite maison. Donc, c'est exact.
Ouais, c'est vraiment interactif, donc n'hésitez pas à parcourir les cartes de cette façon-là. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place dans le projet LPDC. Par contre, la carte ici s'est concentrée sur une action par taxon pour réduire un petit peu la longueur et la lourdeur de la carte, mais c'est possible de justement les parcourir avec les onglets en haut en cliquant par taxon ou bien simplement en défilant le long de la carte. Ils vont venir une à la suite de l'autre, donc vous allez pouvoir lire toutes les actions qui ont été faites dans chacun des taxons. Il y a des petites expériences sonores aussi qui sont disponibles à chaque fois qu'une image apparaît. Là, sûrement que ça ne marchera pas, mais si vous cliquez à la maison sur ça, on a des petits sons que Mathieu nous a ajoutés. Puis, ouais, je sais pas si on l'a entendu ici, mais à la maison, vous allez pouvoir l'entendre. Donc, c'est pas mal ça pour la carte en général. Donc, comment qu'on la partage, en fait, nous, c'est hébergé sur notre site web, donc lerépertoire.org. Et si vous voulez la partager, c'est simplement partager le lien URL. Ça va aller mieux de cette façon-là. Puis, à noter que le projet n'est pas encore terminé, justement, comme Martine a dit. Donc, il y a des actions qui vont probablement être ajoutées, puis c'est une carte, justement, qui va continuer d'être en développement. Donc, sûrement que l'année prochaine, il va y avoir des nouvelles actions ou même au fil de l'année. Donc, gardez un œil là-dessus. Puis, des actions vont être ajoutées dans le futur. Parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, je pense que oui, ça, c'était la dernière diapo, là, comme elle a mentionné, là, puisque le projet se poursuit, puis puisqu'on a fait ce travail-là, là, je dis on. Je sais que Eve, chez nous, a travaillé beaucoup avec chacun des partenaires pour fournir de l'information. Mathieu a mis des heures pour compléter cette carte récit. Alors, je vous en remercie beaucoup, mais c'est comme ça le mentionne, le récit va se poursuivre, l'histoire va se poursuivre, puis on espère pouvoir bonifier, puis qu'elle pourra s'étendre à une période encore plus longue, cette carte récit. Donc, voilà. Alors, à ce moment-là, on est rendu, j'ai essayé de voir l'heure, il nous reste 15 minutes. Parfait, on rentre vraiment bien dans notre temps. Donc, je ferai une conclusion pour vous parler un peu de nos aspirations futures. Ben, en fait, avant de parler des aspirations futures, je vais remercier les présentateurs, les présentatrices qui ont pris la parole. Un grand merci. Merci à Conservation de la Nature, à la Fondation SETI et aussi au COGESAF qui n'ont pas nécessairement présenté ce midi, mais qui ont fait des projets géniaux eux autres aussi. Ben, vous en avez entendu parler à travers les présentations. Projets géniaux qui se poursuivent encore. Et puis, lors de la prochaine présentation, on pourra mettre les autres partenaires un peu plus à l'avant-plan aussi. Fait que je poursuivrai en vous présentant nos aspirations. Donc, comme on a pu le voir à travers les présentations PowerPoint, puis comme on peut le lire dans les journaux, puis comme vous le savez, la protection des espèces en péril, ben, c'est pas simple. Il y a différents impératifs à prendre en compte dans notre société. Il y a des avenues de changement, il y a des filons qu'on doit exploiter si on veut pouvoir changer les choses. Par exemple, je pourrais citer la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. On sait clairement que le modèle de développement actuel doit changer, qu'il y a des solutions qui sont à notre portée, puis ben, que ça prend le courage politique, puis la volonté aussi pour que ça change. Mais on est convaincus, et on le sait tous, que c'est urgent d'agir. Donc, on doit trouver des moyens pour convaincre les instances décisionnelles qui doivent jongler avec de multiples priorités, ça, on le sait. Mais pour démontrer que la conservation des milieux naturels, que la connectivité, ben, c'est vital. Donc, en attendant, ben, on ne lâche pas. On a beaucoup de pain sur la planche pour faire cheminer les choses. On a une tonne de beaux projets menés en partenariat. Vous en avez entendu parler, mais moi, j'en ai quelques-uns que j'aimerais aussi vous présenter. Donc, rapidement, là, on a une photo du rapport, mais on travaille sur un document qui s'appelle le plan d'ensemble autoroute 10.
qui est destiné, dans le fond, principalement au ministère des Transports, mais à d'autres ministères, à des instances municipales éventuellement, à d'autres partenaires. Donc, sur le territoire de Corridor Appalachien, ça fait plusieurs années qu'on travaille au niveau de l'autoroute 10, parce que vous le savez probablement, mais là, il y a une carte aussi qui le présente. L'autoroute 10, c'est un des plus grands obstacles pour la connectivité sur notre territoire. Donc, depuis 2010, on travaille avec plusieurs partenaires pour documenter la mortalité animale, caractériser les mouvements de la faune à travers les structures routières existantes, les ponceaux, les viaducs. Il y a beaucoup de données qui ont été amassées, beaucoup de recherches. Et là, on s'est donné le mandat de travailler sur un plan qui va être prêt dans les prochains jours. En fait, il est peut-être. Je sais qu'il y avait des révisions finales qui étaient en cours actuellement. Donc, ce rapport-là fait la synthèse des données qui ont été amassées, cible les secteurs prioritaires pour la réalisation d'aménagements fauniques. Ça va identifier quel type serait pertinent selon les endroits. Ça va fournir une série d'exemples de plans et de devis. Ça va fournir des estimations budgétaires et tout l'argumentaire pour faire une représentation au ministère des Transports et aux autres décideurs. Donc, en fait, si je résume, ce document-là va cibler qu'est-ce qui devrait être fait, où, comment, puis à quel prix, afin d'accroître, 1, la sécurité routière, 2, réduire la mortalité animale et 3, favoriser la connectivité écologique dans le contexte des changements climatiques. Donc, c'est un gros travail sur lequel notre collègue Victor planche depuis plusieurs mois avec tout un comité de suivi et tout ça. Sinon, il y a aussi nos plans d'action concertés sur lesquels on travaille. Principalement, c'est Eve qui est chargée de projet de ce dossier-là chez nous. Donc, dans nos secteurs prioritaires d'autoroute 10, que vous voyez sur la carte, il y a 4 petits carrés. On sait que ce sont les secteurs où est-ce que la faune, où est-ce qu'il y a le plus de collisions et ça coïncide avec les corridors fauniques qui sont présentés en mauve sur cette carte-là. Donc, dans ces secteurs-là, on accompagne les municipalités. Notamment, on a commencé avec la municipalité la ville de Bromont et la municipalité du canton de Shefford à la mise en place d'un plan d'action concerté. Donc, c'est quoi? En fait, c'est qu'il s'agit de joindre les efforts des organismes de conservation. Nous, on est les pros pour créer des aires protégées, mais en même temps, on ne peut pas tout protéger partout par des actions de conservation. Donc, on doit jumeler ça avec les actions possibles des partenaires municipaux qui, eux, ont les rênes là, via l'aménagement du territoire, via des outils qui sont mis à leur disposition qui permettent aussi de protéger ou de restaurer la connectivité. Mais dans ce plan d'action qui s'appelle Concerté, on joint les efforts aussi des organismes de bassin versant ou d'autres partenaires environnementaux, forestiers ou agricoles qui peuvent, eux, par leurs différents programmes ou par l'accompagnement des propriétaires, favoriser le maintien et la restauration de la connectivité écologique. Donc, beau mandat. Donc, il y aura un plan d'action concerté pour chacun de ces quatre secteurs prioritaires sur notre territoire. Sinon, dans la prochaine année, aussi dans le cadre de lieux prioritaires, ce qu'on souhaite, c'est faire davantage de communication harmonisée entre les différents partenaires. Chacun, on a des bulletins d'information, chacun, on a des outils. Donc, on veut mettre encore plus d'emphase à cet égard-là dans la dernière année du projet. Donc, je regarde vitement mes notes que j'avais prises en note. Là. Donc, on veut stimuler aussi encore des nouveaux partenariats dans la prochaine année et on se croise les doigts dans la prochaine mouture, dans la suite du projet lieu prioritaire. Quand je parle de nouveaux partenariats, de nouvelles mobilisations, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais de la coalition des Montérégiennes, à travers le projet lieu prioritaire, nous, on siège sur cette coalition-là. Et puis, c'est une coalition qui regroupe les organismes de conservation, qui œuvrent sur les différentes collines montérégiennes. Et ça, c'est dans le but de protéger davantage les îlots de biodiversité que sont les collines, de développer la connectivité entre chacune des collines. Et vous pouvez probablement voir sur la carte, quand on travaille avec les municipalités de Bromont et Shefford, ce sont 2 collines montérégiennes. Donc,
ce qu'on fait dans nos plans d'action concertés rejoint les enjeux de la coalition des montérégiennes. Donc, développer la connectivité, protéger davantage les collines montérégiennes, assurer une accessibilité en harmonie avec la conservation. Et ça, c'est dans le but ultime qu'il y ait un statut éventuellement ou une reconnaissance particulière de cet ensemble de collines qui est exceptionnel dans le sud du Québec. Donc, c'est quelques-uns des projets sur lesquels on compte travailler dans la prochaine année. Alors, là-dessus, je voudrais dire un grand merci à vous qui êtes là aujourd'hui, un grand merci aux partenaires du projet, merci à tous les collaborateurs de tous les niveaux parce que à travers ces organismes-là qui bénéficient de la subvention lieu prioritaire, on a d'autres partenariats. Vous les avez entendus tantôt, les clubs d'ornithologie. Il y a plein d'autres organisations avec qui on travaille. Je voudrais dire un immense merci à ma collègue Ève qui, par son travail quotidien, permet de bien synchroniser tous les échanges avec nos partenaires dans le cadre de ce projet-là, ce qui n'est pas une mince tâche, là. Ça prend du temps de bien s'arrimer. Merci aussi à Marie-Hélène qui est là aujourd'hui, notre chef de service de communication et philanthropie. Marie-Hélène, toujours avec des bons commentaires, une bonne motivatrice. Son assistance est vraiment appréciée, puis elle joue un rôle important aussi dans le cadre du projet lieu prioritaire. Merci à Pierre Aquin, qu'on n'a pas nommé depuis le début encore, mais qui est le gestionnaire du programme lieu prioritaire, puis qui nous rend qui rend le travail agréablement efficace. Je dirais ça comme ça, clair, puis qui nous motive aussi à nous dépasser puis à en faire plus dans le cadre de ce projet-là, tous ensemble. Merci au RMN pour l'organisation puis la visibilité du webinaire ce midi. Puis, je vais finir avec un grand merci aux bailleurs de fonds. Donc, principalement, dans le cadre du projet, c'est le gouvernement du Canada par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique. Le programme lieu prioritaire passe par ce programme-là. Mais aussi au gouvernement du Québec parce que, on doit avoir de l'appariement pour mener ces projets-là. On n'est jamais financé à 100% par un seul bailleur de fonds pour mener des projets. Donc, tous nos partenaires de lieu prioritaire ont d'autres sources de financement, mais grosso modo, on pourrait dire merci au gouvernement du Québec, à la Fondation de la Faune du Québec, aux différentes fondations privées, puis à nos généreux donateurs, donatrices aussi, qui soutiennent par de petits ou de grands gestes aussi la protection des milieux naturels. Donc là-dessus, je pense qu'on est vraiment dans notre temps. Alors, je vous remercie beaucoup. Je redonne la parole à Charlotte, mais je réitère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par Ève ou par moi chez Corridor Appalachien ou à vous adresser directement aux partenaires du projet lieu prioritaire. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter le partage de mon écran. Merci beaucoup, Martine. C'était vraiment intéressant. Puis on appuie, comme Véronique dit dans le chat, on appuie toutes tes reconnaissances. C'est vraiment un super beau projet. Puis comme tu le mentionnes, réunir autant d'acteurs pour travailler autour d'un but commun, là, parfois, c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment beau de voir justement tout ce qui se passe, puis toutes les actions concertées pour aller dans le même sens. Donc, c'est beau à voir, puis on va continuer de suivre ça, puis de suivre les prochains projets qui vont avoir lieu. Merci à tous d'avoir été présents. Merci aux intervenants aussi. Michel Landry de l'OBV Yamaska, Louis Lazure, Dizou de Granby, Linda Pérez de Regroupement Québec Oiseau. Bien sûr, Martine Ruel de Corridor Appalachien. La session est enregistrée, donc si vous avez manqué quelques propos et vous voulez le revoir, ça va être sur notre chaîne YouTube cet après-midi. Vous allez aussi recevoir un courriel au cours de l'après-midi également avec les liens. Petite conclusion rapide, juste pour vous parler de nos prochains événements RMN. Donc, les midis conservation ont lieu chaque dernier mercredi du mois. Donc, le prochain, c'est au mois de mai. Ça va porter sur la multifonctionnalité des aires protégées. Donc, comment les valeurs personnelles des gens qui souhaitent faire la conservation peuvent influencer parfois les décisions et la façon de gérer l'aire protégée. Donc, je pense que ça va être super intéressant. On va avoir un présentateur qui va venir nous parler de l'élaboration du plan d'aménagement forêt, faune, conservation de la forêt héritage à Sainte-Anne-des-Lacs, comme exemple de cas. Donc, c'est le mercredi 25 mai, midi à 13h. Sinon, comme j'ai dit en début de rencontre, cet après-midi, on a le rendez-vous RMN, 15h30 à 17h sur les bénévoles.
Si ça vous intéresse, simplement visitez notre site internet rmnat.org/formation pour tous nos événements. Puis sinon, ben, en conclusion, je veux encore remercier tout le monde d'avoir été ici. Puis si vous avez des questions ou commentaires, si vous avez des idées aussi pour partager vous-même des prochains bons coups ou mettre en valeur des choses que vous avez faites dans vos propres organismes, n'hésitez pas à nous écrire au info@rmnat.org. Puis là-dessus, on finit juste à temps. C'est bien d'avoir réussi à tout rentrer dans cette heure avec toutes les informations qui ont été partagées, mais je vous remercie tout le monde. Puis on se dit à une prochaine. Donc, bon après-midi. Merci, au plaisir. Merci, bye bye.